On va parler maintenant sur le processus d'évaluation. Alors, comment se fait ce processus d'évaluation? Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque juillet du mois, donc depuis 2017, Swift crée le référentiel de l'année suivante. Je m'explique. On est en 2024. La version 2025 a déjà été créée en juillet 2024 et elle est disponible sur site. Juste entre parenthèses, il n'y a pas de grands changements. Donc, je vous rassure. Il n'y a pratiquement aucun contrôle. La version actuelle de 2024 a été créée, enfin, a été même publiée en juillet 2023. Et dès qu'elle est publiée, vous êtes en mesure de commencer à l'exploiter, à vous mettre en conformité et à vous conformer. D'accord? Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est vrai qu'il faut soumettre l'attestation avant la fin de l'année en cours, mais vous avez la possibilité de la mettre à jour jusqu'à juillet 2025. D'accord? L'idée, bien sûr, c'est d'essayer de procéder à des remédiations et d'assurer un maximum de conformité. Donc, euh, vous commencez à faire votre évaluation, vous soumettez le rapport avant décembre de l'année en cours. Et puis, si vous n'avez pas eu le temps de remédier à toutes les non-conformités qui ont été identifiées dans l'évaluation, vous avez le temps jusqu'à juillet 2025. Donc, vous pouvez mettre à jour autant de fois que souhaitez votre attestation KYC. D'accord? Et donc, ça se passera pareil pour 2025. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la version de 2025 a déjà été publiée. Et pour ceux qui voudraient jeter un coup d'œil et voir qu'est-ce que ça peut impliquer pour eux, pour leur architecture, ils peuvent le faire. Mais d'ores et déjà, je vous dis qu'il n'y a pas de grands changements par rapport à cette phase, à cette version 2024. Très bien. Donc, en tant que BIC, comment vous engagez ce processus d'évaluation indépendante? Bien sûr, vous allez sélectionner l'évaluateur. Alors, comment sélectionner l'évaluateur? C'est très simple. Sur la plateforme de Swift, je suppose que c'est quelque chose que vous faites déjà. Sur la plateforme Swift, vous avez tous les assesseurs qui sont agréés, qui sont listés. D'accord? Et depuis, si je me souviens bien, mars 2024, on parle carrément de assesseurs certifiés qui sont listés sur Swift. Donc, vous contactez ces assesseurs et vous leur demandez de faire une offre. Bon, ça dépendra après de votre process interne, donc appel d'offres, consultation. Le plus important, c'est que vous pouvez trouver les assesseurs qui couvrent votre région sur la plateforme de Swift. D'accord? Alors, maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des assesseurs certifiés. OK? Alors, juste pour préciser un point, en fait, l'assesseur certifié, vous pouvez faire votre évaluation avec un assesseur qui n'est pas certifié, mais si l'assesseur est certifié, et comme vous le savez comme moi, vous devez noter le nom de l'assesseur sur votre KYC SA, ça va donner un avantage concurrentiel par rapport à vos contreparties. C'est-à-dire, on va voir que la personne qui a fait l'évaluation est certifiée Swift, donc elle a eu suffisamment de compétences, elle est certifiée par Swift pour avoir les compétences nécessaires sur le Customer Security Program, mais également sur les solutions Swift, parce qu'il faut savoir que la formation inclut donc toutes les solutions, tous les logiciels Swift et inclut en plus un détail sur comment faire les tests pour assurer que la banque est conforme par rapport à un contrôle ou pas. Donc, ça apporte une certaine confiance supplémentaire à vos contreparties. D'accord? Donc, vous avez sélectionné l'évaluateur, donc il va venir, il va prendre connaissance de votre existant, de votre architecture notamment, parce que comme vous le savez, les contrôles dépendent du type d'architecture Swift en footprint qui existe chez vous pour savoir quel est le périmètre et quels sont les contrôles qu'il va vérifier. Donc, il fait ses vérifications, il fait son évaluation et il vous fournit votre évaluation indépendante, d'accord?
Donc, les résultats sont repris sur la KYC Self Security Attestation et ils sont logués sur le système SWIFT. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si d'ici janvier, bon, vous devez soumettre avant fin décembre, bien entendu, janvier va essayer de voir toutes les banques ou tous les BIC qui ont transmis une self-attestation. Ceux qui ont soumis, pas de souci pour eux, même s'ils ne sont pas conformes partout, mais au moins ils ont fait une évaluation indépendante, ils sont conformes aux exigences SWIFT. Ceux qui n'ont pas soumis risquent plusieurs choses. D'abord, le SWIFT informe, se réserve le droit d'informer le régulateur du pays, donc votre banque centrale, d'accord, que pour dire que vous n'avez pas soumis votre self-attestation et donne aussi le droit aux contreparties qui souhaitent travailler avec vous de prendre connaissance de ce manque ou de ce manquement. Et vous imaginez bien qu'une contrepartie, si elle voit que vous n'avez pas soumis une self-attestation, ben, ça risque de générer un peu de suspicion et de crainte. Ça veut dire que la banque a quelque chose à cacher et elle n'a pas soumis son attestation. D'accord? Et parfois même, Swift peut se réserver le droit de demander un assessment, ce qu'on appelle un mandatory assessment. Elle vous envoie un mail, vous dit, écoutez, monsieur le CISO, nous vous demandons de procéder à une évaluation indépendante et c'est mandatory. Et donc, vous devez fournir un rapport dans les 3 mois, donc faire appel à un évaluateur indépendant. Mais quand je dis indépendant, c'est-à-dire indépendant même qui fait même pas partie de votre banque. D'accord? Swift vous laisse le choix de le sélectionner, mais ce sera une entité indépendante, un prestataire indépendant qui va faire l'évaluation et Swift va demander de lui remonter rapidement le rapport et de soumettre votre attestation. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce que vous risquez si vous ne soumettez pas une attestation avant la fin de l'année. Alors, Swift vous dit, OK, vous avez la possibilité de vous appuyer sur une évaluation indépendante précédente, d'accord? Parfois, les banques disent, écoutez, c'est coûteux, en plus, ça demande du travail, on doit chaque année faire une évaluation indépendante et soumettre l'attestation. Est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur une évaluation précédente, celle de l'année d'avant, d'accord? Et remplir notre attestation. C'est-à-dire pour 2024, est-ce que vous avez la possibilité de vous appuyer sur l'évaluation indépendante qui a été faite en 2023 pour cette année? Ben oui, vous pouvez le faire, mais sous certaines conditions. La première condition, c'est que est-ce que l'évaluation déjà est celle de l'année passée, n'est pas celle de l'année d'avant? Parce que si l'année d'avant déjà, vous vous êtes appuyé sur l'évaluation de l'année précédente, vous ne pouvez pas. Je m'explique. On est en 2024, vous pouvez vous appuyer sur l'évaluation de 2023. Mais si vous vous êtes déjà appuyé lors de l'attestation de 2023 sur l'évaluation de 2022, ça ne marche pas. Ça veut dire que ça fait 2 ans de suite que vous ne faites pas d'évaluation indépendante, ça ne marche pas. Il faut le faire au moins une fois tous les 2 ans. Vous pouvez, la deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas de changement dans votre architecture, d'accord, ni dans votre infrastructure. Si vous avez ajouté un serveur, changé de firewall, changé de technologie, par exemple, il faudrait quand même que l'évaluateur fasse une évaluation du gap. Qu'est-ce qui a changé, d'accord? Et si le changement est très important, ça peut aller même jusqu'à une nouvelle évaluation indépendante. Ça, c'est à l'appréciation de l'évaluateur, d'accord? S'il y a la dernière condition, c'est que s'il y a de nouveaux contrôles qui n'ont pas été couverts l'année passée, des contrôles obligatoires, bien entendu, parce que si c'est facultatif, vous pouvez ne pas prendre en compte. Mais si c'est de nouveaux contrôles obligatoires, ben, vous êtes obligé de les prendre en compte et donc faire quand même une évaluation pour ces contrôles-là. D'accord? Donc, pour résumer, vous pouvez vous appuyer sur l'évaluation de l'année d'avant, à condition que l'année d'avant, il y a eu une évaluation indépendante, donc vous ne vous êtes pas appuyé sur l'attestation sur une évaluation de 2022, qu'il n'y ait pas de changement
très important au niveau de l'architecture, et dans ce cas, vous pouvez faire juste le gap, qu'il n'y ait pas de nouveaux contrôles obligatoires qui vous impactent, et donc là aussi, vous devez faire le gap. Et voilà, donc c'est un peu ça. Alors, il y a un autre point aussi que je voulais ajouter, c'est que vous avez la possibilité aussi de vous appuyer sur un audit PCI DSS par exemple, d'accord, un audit ISO 27002, si les objectifs du contrôle correspondent à ceux de Swift, d'accord, et que le périmètre est le même. D'accord, c'est les équipements Swift et que ça ne date pas de plus de 18 mois. Et ça reste toujours à l'appréciation de l'évaluateur. Donc, Swift fait confiance à ses évaluateurs et, et eux peuvent vous guider sur cet aspect-là. Alors, le type d'évaluation qui existe, c'est les types suivants. Donc, vous avez la fameuse auto-évaluation qui est toujours disponible sur les sites, by the way, hein, sur le site Swift, mais elle n'est pas conforme. D'accord? Vous avez l'évaluation de la communauté, qu'on appelle l'évaluation communautaire, qui est obligatoire maintenant et qui exige une évaluation indépendante, interne ou externe. D'accord? Et vous avez l'évaluation externe mandatée, comme je l'ai dit tout à l'heure, Swift peut prendre au hasard, se réserver le droit, prendre au hasard un BIC et lui demander de faire une évaluation indépendante, soit parce que ça a été pris vraiment au hasard, soit parce que le client Swift a remarqué qu'il y avait quelques anomalies, qu'il y avait de gros risques chez ce client et on va le surveiller de très près. D'accord? Donc, cet échantillon est déterminé par une analyse. Et vous êtes obligé de répondre présent et de faire cette évaluation indépendante, même si vous avez déjà fait une avant la fin de l'année. D'accord? Alors, qui peut faire cette évaluation indépendante? On a dit qu'elle pouvait être interne, comme elle pouvait être externe. Ça peut être un de vos employés, comme ça peut être un prestataire interne. Alors, ça peut être un de vos employés, mais il ne faut pas qu'il fasse partie de la première ligne de défense. Je m'explique. Il ne faut pas que ça soit quelqu'un de la sécurité. Ça, c'est no way. D'accord? Il faut que ça soit quelqu'un autonome parce que vous ne pouvez pas être jugé partie. Donc, il faut que ça soit quelqu'un du risque, quelqu'un de la conformité, quelqu'un de l'audit interne, d'accord, pour qu'il y ait plus de transparence et d'assurance sur la qualité de cette évaluation. De même, bien sûr, si je ne sais pas moi, une entreprise vous a travaillé avec vous, vous a accompagné à des mises en conformité, elle ne peut pas venir et vous auditer cette année parce que l'audit serait biaisé. Donc, il faut vraiment faire attention à cette histoire de transparence et de conflit d'intérêts aussi. D'accord? Donc, il ne faut pas éviter qu'il y ait des liaisons familiales et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est les règles de l'audit. Alors, cet évaluateur, qu'il soit interne ou externe, il faut qu'il possède une expérience d'au moins de 2 ans, d'accord? Et il faut que l'évaluateur principal, le chef de projet, soit certifié et que la certification soit toujours valide, en cours. Donc, certifié par rapport aux standards de sécurité que nous connaissons et qui inclut en même temps l'aspect sécurité et les techniques d'audit. Donc, ça inclut notamment PCI QSA, Qualified Security Assessor, ça inclut le CSSP, ça inclut le CISA, ça inclut le ISO 27001 et Lead Auditor et j'en passe. D'accord? Donc, il faut une expérience, une indépendance, enfin, un jugement indépendant et il faut les certifications nécessaires. Pour se conformer, il faut mettre en œuvre une solution qui répond aux objectifs, d'accord? Qui couvre les éléments spécifiques et qui gère les facteurs de risque. Au fait, on parle d'une approche qui est orientée risque. Je m'explique. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant qu'assesseurs, en tant qu'évaluateurs, quand on fait notre assessment ou notre évaluation, c'est vrai qu'il y a des guides de mise en œuvre sur Swift, mais on n'est pas obligé de les suivre à la lettre. Au fait, on doit avoir une approche risque et cibler plus l'objectif du contrôle. Qu'est-ce qui est attendu par le contrôle? C'est quoi l'intent du contrôle? Et on peut juger que même si tout ce qui est recommandé dans le guide n'est pas mis en n'est pas appliqué à la lettre, mais que le client est conforme parce qu'il a pris en
en considération le risque et il a bien répondu aux objectifs du contrôle. Et bien sûr, on doit vérifier que tout le périmètre, tous les composants de Swift qui font partie du périmètre sont testés par rapport à tous les contrôles qui s'appliquent à l'architecture. D'accord? Il y a différentes méthodes d'évaluation, bien sûr, comme le dictent les techniques d'audit. On fait des entretiens avec les parties prenantes, donc avec les opérateurs Swift, avec l'administrateur Swift, avec les gens de la sécurité, donc le RSSI, ses administrateurs, avec l'IT et ses administrateurs. On fait des entretiens avec le responsable de la sécurité physique. On fait aussi de la revue documentaire parce qu'il y a des politiques qui sont exigées, comme la politique de mot de passe, etc. On vérifie qu'elle existe bien, qu'elle couvre les exigences en termes de complexité, qu'elle est revue une fois par an. On fait aussi des tests techniques, donc des revues d'architecture pour voir que la zone sécurisée est bien configurée, qu'il y a des firewalls qui disposent des bonnes règles pour l'isoler de l'extérieur et du reste du réseau. On fait des revues de config, on voit si le scan de vulnérabilité est installé partout, s'il est mis à jour, s'il y a des scans complets lancés régulièrement. Donc, on fait plein de tests, on corrobore tous les constats. Donc, on fait des constats, on corrobore tous les constats et on finit par dire oui, la banque est conforme par rapport à ce contrôle. Non, elle l'est pas. D'accord? Et tout ça toute cette évaluation, bien sûr, va finir, va se terminer par un rapport de conformité conformément au modèle de Swift et une lettre de confirmation ou completion, ce qu'ils appellent la completion letter, que vous devez transmettre à Swift, que Swift va vous demander. D'accord? Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que Swift nous donne toute une batterie d'outils de travail. Donc, nous avons des modèles, des templates de gap analysis, nous avons des modèles de plans de test, d'accord? Qu'est-ce qu'on doit chercher pour collecter la bonne preuve qui dit que vous êtes conforme ou vous ne l'êtes pas. Donc, il y a tout un ensemble d'outils qu'on utilise de chez Swift pour pouvoir confirmer cette conformité ou votre non-conformité.